Aujourd'hui, comment Outils du manager a changé ma vie. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, je reçois Garance Hiverneau, qui est la CEO de Garance et moi, le premier cabinet dédié à la carrière des femmes. Garance m'a contacté car elle voulait absolument faire un podcast avec moi pour exprimer à quel point Outils du manager avait changé sa vie. J'ai trouvé ça sacrément sympathique et voici donc notre conversation. Nous verrons à quel point prendre le contrôle de ton management peut très rapidement transformer ta vie personnelle et professionnelle. Et Garance nous montrera aussi à quel point se former au management peut être une formidable opportunité de carrière, en particulier pour les femmes. Si tu veux prolonger cette conversation, tu trouveras tous les détails dans le descriptif du podcast. Tu peux aussi nous rejoindre tout simplement sur outildumanager.com. Bonjour Garance. Bonjour Cédric. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, si ce n'est que mes deux enfants, mes deux petits-enfants qui ont 3 ans et 4 ans et demi ont le Covid. Aïe. Heureusement asymptomatique, mais je te cache pas qu'en termes d'organisation, dans la mesure où ils ne sont pas à l'école évidemment, c'est un peu compliqué. Mais écoute, tout va bien sinon. Bon, on est dans le sujet donc, puisqu'on, Exactement. je pense qu'on va parler d'organisation, enfin du mix organisation personnelle et travail, je suppose. On a un petit peu parlé et puis peut-être avec un, un angle qui est celui de la maman qui a des enfants en bas âge. Donc ça va être intéressant. Ce que je te propose de faire pour commencer, c'est déjà te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens et vers quoi tu vas, et puis évidemment quelle est ton activité. Et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Avec plaisir Cédric. Donc je m'appelle Garance et je suis la CEO de Garance et moi. Garance et moi qui a pour mission d'aider chaque femme à s'épanouir maintenant. Donc je pense que c'est un sujet que tu connais et probablement tous tes auditeurs et surtout tes auditrices sûrement. Mais les femmes rencontrent des difficultés qui sont spécifiques dans leur carrière. Elles ont 20% de rémunération en moins en moyenne à compétences égales que les hommes. Elles passent plus de temps à gérer les tâches domestiques liées à la sphère familiale et surtout elles sont confrontées à des difficultés qui leur sont propres, donc les croyances limitantes, les stéréotypes. Elles vont dans des familles de métiers vers lesquelles elles ont moins de perspectives de carrière et moins d'évolution en termes de rémunération. Donc bref, elles ont tout un tas de problématiques, de difficultés spécifiques et donc nous, on les accompagne dans ce cadre-là à se reconvertir, à se repositionner professionnellement grâce à une plateforme de contenu et bien sûr une coach dédiée qui va les aider à construire ce nouveau projet professionnel plus aligné avec leurs attentes, mais aussi avec le marché. Donc ça, c'est la boîte que j'ai créée. Super mission, ouais, Ouais, la super preuve, hein. mission. Super mission. Bah voilà, moi je suis typiquement confrontée à ce sujet-là aujourd'hui. Et alors Voilà. d'où je viens, moi j'ai un parcours assez atypique. En tout cas, je coche pas du tout les bonnes cases habituelles des entrepreneurs. Déjà parce que je suis une femme et il y a assez peu d'entrepreneurs féminines. Il y en a beaucoup plus du côté des hommes évidemment, mais surtout parce que je ne viens pas du tout d'une famille, d'un écosystème entrepreneurial. Je n'ai pas fait de grandes écoles, donc je suis complètement hors cadre et hors cases classiques des entrepreneurs qu'on peut habituellement rencontrer. Et donc, j'ai fait Mhm. des études voilà, assez classiques universitaires. J'ai ensuite connu ce que j'appelle une errance professionnelle pendant 10 ans. Donc, à savoir que je suis passée de secteurs d'activité à des métiers différents sans jamais vraiment trouver ma place. J'avais toujours le sentiment soit de m'ennuyer, soit de ne pas être dans la bonne boîte avec laquelle je pouvais partager un certain nombre de valeurs, soit j'étais pas tout à fait à l'aise avec le produit ou le service de la boîte en question. En tout cas, j'étais pas du tout alignée par rapport au job que j'occupais et donc je me suis dit que je ne pouvais plus continuer comme ça au bout de 10 ans d'expérience professionnelle, qu'il fallait que je capitalise évidemment sur mes compétences, mais aussi que j'ai une vraie vision, une vraie stratégie de carrière que je n'avais pas du tout à l'époque. Et Mhm. donc là, j'ai commencé à taper sur Google comme beaucoup d'entre nous. Je veux changer de job, j'en ai marre de mon job, quoi faire, enfin voilà, des sujets qui concernent de plus en plus de monde aujourd'hui. Et en fait, je suis tombée sur le bilan de compétences, mais sans vraiment trouver d'infos
utile, percutante, qui allait me permettre, de passer le cap et je me suis dit: «Bon, je vais me lancer quand même pour voir ce que ça donne», mais sans avoir vraiment beaucoup d'informations à ce sujet et là, ce bilan de compétences a tout simplement révolutionné ma vie Ah! puisque, ouais, vraiment, hein, je le dis, de manière, assez forte, Alors, je mais je je dis «ah» parce que c'est pas toujours le cas, hein. Quelquefois, on peut être assez déçu. C'est alors, moi, j'en ai pas fait depuis très, 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 très longtemps, mais j'ai des collaborateurs, des collaboratrices qui en ont fait et parfois, c'est absolument formidable, effectivement et parfois, c'est un petit peu décevant. Mais ouais. excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'était la raison de mon «ah». Oui, mais tout à fait, parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est un outil qui existe depuis un certain nombre d'années et qui a été assez peu dépoussiéré. Il y a beaucoup d'acteurs qui le réalisent de manière encore un peu traditionnelle. Or, le marché, le monde du travail a énormément évolué, a énormément bougé et la crise du covid le montre encore aujourd'hui. Donc, ça n'est jamais statique et il faut que cette prestation, cet accompagnement, il soit, modernisé, dépoussiéré et nous, c'est ce qu'on fait depuis le début. On l'a dépoussiéré à 2 titres. D'abord parce que comme je le disais, on a impulsé dans cet outil, du contenu, des outils spécifiques, aux femmes pour les problématiques qu'elles rencontrent et surtout la digitaliser. Donc ce qui veut dire qu'une femme qui veut se reconvertir, changer de métier, créer sa boîte, peu importe, elle peut être accompagnée avec cette plateforme, avec une coach, et de manière extrêmement flexible et avec du contenu qui est en lien avec ses problèmes et bien sûr le marché. Et ça, c'est hyper important. C'est souvent pour ça que ça marche pas très bien parce que soit c'est fait par des gens qui sont assez déconnectés du marché, assez déconnectés des problématiques de l'entreprise ou qui s'adressent pas à leurs clients de manière, assez spécifique. Spécifique, ouais. Et Voilà. donc, toi, tu as eu de la chance, tu es tombé sur quelqu'un ou sur une prestation qui correspondait à ce que tu cherchais. Exactement, donc pourquoi ça a complètement, bouleversé et révolutionné ma vie? Parce que ça m'a enfin permis d'être, au clair sur, mes forces, mais aussi mes faiblesses, mes axes de développement. Ça m'a permis de développer la vision, en tout cas de trouver la vision que j'avais pour ma carrière qui était assez floue, au moment où j'ai démarré et ça m'a surtout permis de me mettre en action. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais défini le projet, vers lequel je me sentais alignée et qui était aussi en accord avec le marché du travail bien sûr, eh bien, j'avais un plan d'action et je savais exactement quoi mettre en œuvre, pas à pas, pour pouvoir, concrètement le réaliser. Et il y a 2 choses essentielles, qui sont ressorties de ce bilan de compétences à l'époque. C'est d'une part que je voulais créer ma boîte, donc l'aspect entrepreneurial est ressorti à ce moment-là dans ce bilan, alors qu'encore une fois, j'étais pas du tout dans l'écosystème d'entrepreneurs à l'époque. Et le deuxième point essentiel qui est ressorti, c'est avoir de l'impact, donc créer des boîtes qui ont un impact social, sociétal, auprès d'une cible, peu importe, mais en tout cas, malgré tout le respect que je peux avoir pour les vendeurs de chaussettes, je voulais pas vendre des chaussettes, quoi. Je voulais Mmh. vraiment, faire quelque chose qui allait avoir du sens et dans laquelle j'allais évidemment m'investir, mettre beaucoup d'énergie, mettre beaucoup d'argent, développer une boîte, recruter des collaborateurs et cetera et cetera. Et ça, je pense que si je n'avais pas fait ce bilan de compétences, jamais j'aurais pu trouver seule, finalement, quelle était, la chose qui me faisait vibrer et qui était quand même réalisable. Parce qu'on peut penser que c'était très éloigné de moi et puis en fait, j'y suis arrivée parce que justement, c'était extrêmement pragmatique, concret et ça m'a permis vraiment d'atteindre, mon objectif de carrière. Ok, hyper intéressant. Et donc, c'était il y a combien de temps ça? Écoute, ça doit faire, 8 ans maintenant. Donc, ça fait 8 ans que tu diriges ta boîte que tu as créée après ce bilan de compétences. Tu as directement créé une boîte et tu as démarré comme ça dans le dur. Alors j'ai même créé 2 boîtes pour être, tout à fait honnête. Une boîte que j'ai complètement crashée, qui était, qui a été, voilà, qui était un énorme projet très ambitieux, donc pareil à impact, puisqu'on avait créé, un lieu pour les familles à Paris, pour les jeunes parents, pour permettre, de passer du temps avec leurs amis et pendant ce temps-là, leurs enfants étaient gardés. Donc c'était un lieu, d'innovation sociétale, mais avec un modèle économique extrêmement compliqué, à tenir au vu des loyers, au vu de la masse salariale et puis sur des compétences, liées à la petite enfance, sur des secteurs qui sont très réglementés. Donc, gros projet, mais malheureusement qui n'a pas été au bout, mais avec beaucoup d'apprentissage à titre perso et en tant que dirigeante. Et puis Garance et moi, j'ai créé quasiment les 2 boîtes dans la foulée. Garance et moi, qui pour le coup est beaucoup plus, successful et qui est une boîte qui, voilà, qui marche très, très bien et que j'ai développée, très peu pendant les 4-5 premières années,
puisque j'étais assez concentrée sur l'autre boîte. Et là, ça fait 3-4 ans que je suis à 100% sur Garance et moi, et ça marche évidemment très bien. Ah ouais, tu as créé les deux boîtes quasiment en même temps, en fait. Oui, exactement. J'ai Ah créé les oui, 2 boîtes quasiment en même temps. Je ça, suis formée aussi en même temps. Enfin ouais, c'était un gros challenge. mais ça, c'est Heu, intéressant. On pourra peut-être en parler. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, tu voulais vraiment faire un témoignage sur outils du manager. Hein. Quand tu m'as contacté, tu m'as dit, je veux absolument expliquer en quoi outils du manager m'a aidé. Mais ça m'intéresse peut-être pour un autre podcast qu'on pourrait faire. Et d'ailleurs, ton activité de bilan m'intéresse aussi. Je pense qu'on fera un autre épisode là-dessus. Mais voilà, créer deux boîtes en même temps, je le conseillerais pas. En fait, je pense que c'est possible de créer des boîtes quand on a déjà des boîtes, mais ça dépend vraiment du stade de maturité de chaque entreprise. Tu vois. En tout cas, moi, c'est mon expérience, et je connais pas grand monde qui soit capable de faire deux créations ou trois créations en même temps. Je pense que ou alors tu sais que bah il y en a une sur les trois qui marchera quoi. En fait, c'est un peu ça peut être la posture d'entrée. Mais, euh, mais voilà, moi je pense que on réussit bien quand on se focalise très très fort sur son business. Mais une fois qu'il est lancé, après, moi c'est comme ça que j'ai fait, hein, puisque j'en ai lancé plusieurs après en avoir acheté plusieurs. Par contre, c'est possible de gérer les deux en même temps. Faut être méga organisé, ça c'est clair. ouais, tout à fait, je te rejoins. C'était pas la meilleure idée du siècle, mais voilà, ça s'est fait comme ça et surtout Bah, j'ai eu beaucoup finalement, ça t'a d'apprentissage. amené là où tu es, c'est ça qui compte. Exactement, exactement. Et donc aujourd'hui, si tu peux nous donner une idée un petit peu de la taille de ta boîte, juste donner une idée générale. Bien sûr, j'ai 12 collaborateurs, j'ai surtout une grosse communauté aussi de coachs, puisque j'ai 45 coachs, dans l'équipe qui Ah ouais. accompagnent donc toutes ces femmes en reconversion. On a, 3 implantations physiques, essentiellement en Île-de-France, mais comme je le disais, on accompagne les femmes sur l'ensemble du territoire français, dans la mesure où on a une offre, qui est 100% digitale, aujourd'hui, et on accompagne à peu près, 1 000 clients par an, qui Ah sont ouais, dans une logique donc de reconversion professionnelle, et on fait, 60 de croissance par an. J'espère en faire 100 l'année super. prochaine. Tout Ah ouais. ça pour justement, pour moi, la croissance n'a de sens, encore une fois, que si il y a de l'impact. Et pour avoir un impact fort, bah, évidemment, ça passe par la croissance de la boîte, mais aussi des collaborateurs, bien entendu. Super, super, super. Bravo en tout cas, en plus en quelques années quand même. Donc, En assez peu de temps, ouais, ouais, en effet. c'est Ouais, chouette. ouais, ouais. Ok, bah merci pour ta présentation. Et puis du coup, bah, on sait vers quoi tu vas. Déjà 60% de croissance, c'est un bon rythme, hein, surtout si on le renouvelle chaque année. C'est de la croissance sur de la croissance sur de la croissance. Donc à la fin, en général, ça fait un beau résultat. Et je trouve que tu as l'air assez sereine par rapport à ça. Euh, donc je pense qu'on en reparlera de ça, parce que je pense que dans ce que tu dis de ta vie d'entrepreneur, et puis aussi dans ton entreprise en elle-même, il y a peut-être des choses intéressantes dont on pourra parler. Mais voilà, tu m'as contacté via Adélie, et tu as dit à Adélie, moi je voudrais faire un podcast avec Cédric, parce que j'ai été enfin c'est même pas l'expression que tu as utilisée, c'est outil du manager a changé ma vie, et je voudrais en parler. Donc moi ça me va comme programme, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et puis ça fait toujours plaisir, hein, très clairement. Moi aussi, je fais ça pour avoir un impact. Hein. L'objectif de l'outil du manager, c'est de devenir la meilleure école de manager en France. Parce que je pense que ben voilà, on a des gros progrès à faire en France sur le management, à la fois sur la perception de ce qu'est un manager. Je pense que malheureusement, on est encore beaucoup dans la critique du chef et de l'autorité, et on confond le petit chef et le manager. Ça, c'est un de mes combats, et je trouve ça dommage. On est toujours très très critique vis-à-vis des managers, tout en ne les aidant pas. Donc moi je pars du principe que quand on n'est pas aidé et qu'on est mal aimé, en général, oui, on devient très très, je vais pas utiliser le mot auquel je pense, mais on devient très très bête, et on se défend, et du coup oui, effectivement, on est un mauvais manager quand on est dans cette posture. Et mon but, c'est vraiment qu'on soit le lieu où les managers puissent déjà être appréciés, que ce soit comme leur maison, qu'ils puissent parler entre eux de leurs problèmes, mais aussi, surtout, qui puissent prendre leur place à l'intérieur des entreprises. Parce que je le dis, moi, pour moi, le manager, c'est le numéro un de l'entreprise. C'est Ouais, même pas tout à fait. l'entrepreneur. Hein. Je veux dire, moi, je le pense très sincèrement.
dans mon entreprise, je ne suis pas le numéro un. Moi, j'ai soit créé ou j'ai soit acheté, j'ai donné l'impulsion, mais sans les managers, mes entreprises n'en seraient pas du tout là où elles sont, et donc tous mes managers, ce sont les numéros un de l'entreprise. Ouais, tout à Donc, fait. pardon pour cette intro, mais c'était juste pour expliquer aussi à quel point ce genre de témoignage m'intéresse. Et puis maintenant, je vais te donner la parole. Tu vas peut-être nous expliquer comment tu as rencontré Outil du Manager, ce qui s'est passé de si exceptionnel dans ta vie suite à cette rencontre. Bah, écoute, c'est assez simple. Moi, je me souviens très bien, la boîte grossissait très vite, on était en forte croissance et donc avec tout ce que ça implique de structuration des équipes et moi, j'avais cette espèce d'idée reçue, qui s'est avérée, complètement fausse, sinon on ne serait pas là ensemble aujourd'hui, mais j'avais cette espèce d'idée reçue que je n'étais pas faite pour manager et que le management, c'était pas pour moi et donc moi, je voulais amener ma boîte, j'avais une vision très précise de là où je voulais l'amener Mhm. et avec quels moyens je voulais y arriver. Mais je m'étais toujours dit, voilà, finalement, le management, c'est pas pour moi et c'est mes équipes qui vont manager. Et moi, je vais manager personne. Je vais juste me concentrer sur la vision, sur le développement, etc. Et malheureusement, bah, je me suis pris un énorme retour de bâton puisque plus la boîte grossissait, on continuait à bien fonctionner, plus je me rendais compte que les équipes finalement étaient assez essoufflées, n'arrivaient pas, comprenaient bien la vision générale, la vision globale, là où on voulait aller, mais ne savaient pas trop comment s'y prendre, en fait, pour y arriver. Et donc là, je me suis dit: «Il y a quand même un gros problème», et donc j'ai commencé à écouter un peu tes podcasts, mais tu sais, voilà, dans mes déplacements, enfin de manière un peu, amateur, tu vois? Sans vraiment, creuser le sujet. Et puis il y a un Mhm. jour, vraiment, j'ai eu un appel d'une de mes collaboratrices qui m'a dit: «Voilà, je veux partir pour tout un tas de raisons, je veux quitter la boîte, ça va pas du tout et cetera». Et là, je me suis dit: «Je ne peux plus, faire comme si de rien n'était». Il y a un vrai sujet avec les collaborateurs qui, par ailleurs, vraiment, je pense, apprécient le fonctionnement. Moi, je suis quelqu'un qui laisse énormément de liberté, à mes collaborateurs. Tu vois, chez nous, on n'a pas d'horaire, par exemple. Il y a pas d'horaire Mhm. imposé. On était déjà en télétravail avant même le covid, alors en fonction, des envies, des besoins des collaborateurs, mais j'étais quand même quelqu'un qui laissait une énorme liberté, à l'ensemble de mes collaborateurs, avec cette idée que j'ai affaire à des gens intelligents, j'ai affaire à des gens matures, ils sont responsables, ils savent quoi faire et donc en gros, je m'en occupe pas, quoi. Mhm. Et ça malheureusement, ça fonctionne pas dans la vraie vie puisque, Non. quand j'ai eu cette Et collaboratrice, ouais. alors, juste pourquoi tu avais cette croyance ou c'était une envie en fait. Tu disais, moi, je vais créer une boîte où tout le monde sera libre et responsable, et en fait, ça va fonctionner. Tu étais influencé par ce qu'on entend pas mal sur l'entreprise libérée, ces choses-là, ou c'était pas des. Alors j'ai été, influencée, je sais pas, mais en tout cas, c'est des sujets que j'ai regardés de près, Mhm. l'entreprise libérée. Mais surtout pour être, hyper honnête, c'est que comme je le disais, juste avant, moi je j'ai pas fait, tu vois, de grandes écoles. J'ai pas été formée vraiment à ce Mhm. que c'est que de diriger une boîte et en fait, bah, je ne savais pas diriger une boîte. C'est juste ça, je ne savais pas ce que c'était que de diriger une boîte et mine de rien, moi je suis absolument persuadée que les dirigeants, doivent être, dans une démarche d'humilité et d'apprentissage permanent et encore plus quand tu es dans des boîtes de croissance parce que la boîte grossit tellement vite, elle évolue tellement vite qu'il faut que le dirigeant, d'une part, soit exemplaire, mais d'autre part, soit dans cette logique de remise en question, de formation, d'apprentissage comme un sportif de haut niveau, tu vois, en disant, OK, je veux aller à cette étape-là, et pour y arriver, ben oui, il faut que je me muscle, il faut que je me forme, il faut que je m'entraîne, il faut que je trouve les bonnes ressources autour de moi, des ressources, des formations. Donc, ça peut passer par les outils du manager, par exemple, ça peut passer par des coachs, peu importe, mais en tout cas, des gens qui vont muscler ta posture de dirigeant, mais aussi tes compétences de dirigeant. Et donc, Mhm. pour revenir à cette question précise du management, ben moi, en fait, j'avais pas vraiment managé dans ma carrière, je l'avais fait mais de manière assez hasardeuse. Enfin, tu vois, c'était pas quelque chose sur laquelle j'étais montée en compétence en tant que salarié. Et donc, quand je me suis retrouvée à diriger cette boîte qui, pour le coup, avançait très vite, bah, en fait, je savais pas comment faire. Tu vois, Mhm. j'étais complètement démunie, tu vois? Et Et tes exemples de manager, parce que du coup tu as été managé, et parce que je pose cette question parce que c'est un truc un peu que j'en rencontre beaucoup en ce moment. C'est des personnes qui ont décidé de créer leur activité parce qu'elles étaient presque écœurées d'être salariées et écœurées du management, et qui me disent oui mais moi j'étais tellement écœuré du management que je veux pas faire de management. Et donc à ce moment-là, bon, on peut être tout seul dans sa boîte, hein, et il n'y a pas de, voilà, j'ai pas de jugement là-dessus. Sauf qu'il y a un moment, si tu veux franchir des seuils et si tu veux remplir rapidement,
n'y a pas le choix, quoi. À un moment, tu vas devoir manager tes collaborateurs, ça va être une étape, et peut-être qu'un jour, effectivement, tu pourras à nouveau t'éloigner du management et manager des managers qui eux-mêmes vont manager tes collaborateurs. Mais il va quand même y avoir ce moment où ça va coincer. Et moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont une espèce de traversée du désert parce qu'en fait, finalement, ils n'arrivent plus à croître, la croissance leur échappe, en fait, finalement, parce qu'ils n'arrivent pas à structurer, et que la première chose à structurer dans un business, c'est le management. Et donc, la première personne qui doit se structurer, c'est le dirigeant qui est un dirigeant manager. Il y a forcément cette étape. Et on peut pas être... et souvent, ce que je rencontre aussi, c'était peut-être ton cas, c'est en fait, et ça m'est arrivé, t'es à la fois dans la cale en train de ramer parce que tu fais encore ce que tu faisais quand tu étais le seul contributeur individuel dans la boîte, donc c'est un peu toi qui fait tout le boulot de base, et puis tu es en même temps dans le poste de la vigie, tu détermines des objectifs, tu as ta vision, etc. Mais le problème, c'est qu'entre deux, il n'y a rien. Et quand entre deux, il n'y a rien, bah, ce qui t'arrive très très vite, en fait, c'est un burn-out. Parce qu'on ne peut pas rester sans l'intermédiaire indispensable qui est le management. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors pour ma part, moi, je j'ai pas, voulu créer une boîte parce que j'avais des mauvaises expériences. Je pense que j'ai voulu créer une boîte parce que juste c'est ma raison Ouais, d'être. Enfin voilà, c'est ton j'ai envie, destin. voilà, j'ai la liberté, le fait d'être vraiment actrice, sur un sujet majeur. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment ça qui m'anime, et j'ai pas fait ça parce que j'avais été déçue d'une expérience. En revanche, en effet, sur les managers que j'ai pu avoir en tant que salariée, alors là, j'ai connu tout et n'importe quoi, et j'ai pas le souvenir d'avoir eu un manager ou une manager où je me suis dit: «J'ai vraiment progressé au contact de cette personne, Mm. j'ai pu avancer, j'ai pu me révéler». Ça m'est jamais arrivé. J'ai connu des managers, vraiment super borderline, avec du harcèlement et cetera. J'ai connu des boîtes où il y avait zéro management. Enfin, on voit bien que c'est pas un sujet qui est traité à la hauteur, de son enjeu et de son impact dans les boîtes. Moi, je suis convaincue qu'on ne traite pas ce sujet de manière assez importante, et que les dirigeants, et en particulier les dirigeants, de start-up ou tu vois, de boîtes, qui grandissent assez vite, elles ne prennent pas la mesure à quel point c'est en effet essentiel, et Mm. que, la croissance ne pourra pas, se faire sans un système de management organisé, mis en place, structuré dans une boîte. Ça, j'en suis Mm. absolument persuadée. Et donc pour revenir à l'anecdote, donc là, je me rends compte voilà, que ça va pas, que les collaborateurs, sont trop, enfin, c'est le fameux management diffus, hein, que tu évoques, dans ta formation. Et Ouais. surtout, moi-même, j'étais proche du burn-out. C'est exactement ce que tu viens de dire, parce que j'étais l'espèce de goulot d'étranglement. Tout m'arrivait constamment dessus, et dans une boîte en croissance, c'est l'enfer parce qu'il y a un rythme qui est tellement soutenu que du coup, les sujets s'empilent, s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Moi-même, je suis une femme, j'ai eu deux enfants en bas âge, ils ont 18 mois d'écart, donc j'ai eu aussi deux grossesses très rapprochées. Enfin, c'était Ouais. juste l'enfer. Ouais. Et donc, c'est une anecdote que je t'ai donnée quand on a échanger sur le podcast, mais je me suis retrouvée à partir 2 jours en Normandie pour me mettre au vert et juste faire redescendre la pression parce que j'étais vraiment limite en plein burn-out. Et là, j'ai commencé à suivre ta formation. Et là, c'était la révélation parce que je me suis dit, OK, en fait, non, mais en fait, j'ai juste une méthode à appliquer et je vais voir ce que ça donne. Je vais appliquer la méthode pas à pas. Donc, j'ai commencé par les 1 à 1, etc., etc. Et ça, T'as pris la formation de manager essentiel voilà, j'ai directement, c'est pris, ça? alors je crois que j'ai démarré par le 1 à 1 express là, Ouais, ouais, parce que j'avais assez peu de temps, et donc je voulais, être ouais. très focus, et je me souviens très bien, et je pense que mes mes collaboratrices pourront en témoigner. Je me souviens très bien avoir envoyé depuis ma chambre d'hôtel les premiers rendez-vous voilà, j'ai bloqué dans leur agenda les premiers 1 à 1, et c'est comme ça que l'histoire a démarré. Ouais, Et la Hana depuis, Express, il est très focalisé sur faire le premier pas, qui est de mettre en place les 1 à 1. Il le fait, à la limite, c'est difficile de pas le faire si tu fais cette c'est ça, ça dure 80 minutes, hein, la formation, donc ça va très très vite. Par contre, t'as le kit. Donc si tu le fais pas, c'est vraiment que tu veux pas le faire. c'est Euh, ça. Et bah, du coup, je l'ai fait, je l'ai fait, tu voilà, vois? c'est ça. Ouais. Et ça s'est mis en place. Alors ça s'est mis en place, de manière pas parfaite, enfin voilà, mais finalement peu importe.
Moi, je pense qu'il faut démarrer, il faut toujours démarrer et puis, en fait, on apprend en faisant et c'est toujours les fameux petits pas, hein, qui sont importants et pas les grands pas de géant qu'on ne fait jamais. Donc j'ai commencé par ça et puis après, bah, je me suis formée, au fur et à mesure, donc sur le manager essentiel, qui a été la j'ai pas tout fait encore, hein, pour être honnête, tu vois? Je j'ai pas tout terminé. Mmh. Donc d'abord le 1 à 1 et la grosse révélation aussi pour moi, ça a été le feedback. Ouais. Vraiment, alors là, une prise de conscience, une claque, énorme, Mmh. et ce qui est l'illustration que tu donnes souvent, j'en ai encore parlé avec une de mes collaboratrices hier, sur, l'illustration du volant quand tu conduis. Tu Mmh. attends pas d'être dans le fossé pour, remettre ton volant droit, quoi. Tu fais plein de Mmh. petits ajustements à gauche, à droite pour pouvoir, être juste dans la bonne direction et je trouve que c'est hyper parlant Mmh. et moi, c'était un de mes défauts en tant que dirigeante, c'était, alors moi, la bienveillance, pas de problème, tu vois? C'est Non, mais super, tu personne n'a le de problème avec la fêtes, bienveillance. voilà. Puis en plus, c'est un mot qui est tellement galvaudé, qui veut tellement plus rien dire aujourd'hui. Ouais. Mais en tout cas, j'étais dans cette optique de féliciter mes collaborateurs, collaboratrices, il y avait pas de problème. Mais par contre, de dire: «Là, ça va pas», c'était une vraie souffrance pour moi. Mmh. Et ça posait du coup un certain nombre de problèmes. Bah, le fameux temps où tu attends 6 mois pour dire quelque chose et puis tu exploses et puis ça part dans tous les sens. Il y a Mmh. trop d'émotionnel pour toi Mmh. comme pour le collaborateur. Le Mmh. collaborateur, il a l'impression de ne pas avoir, compris et du coup ne pas avoir grandi aussi, durant les 6 mois, qui se sont passés. Donc, tout ça, je l'ai vécu. Après c'est pas simple parce que c'est pas naturel et Non. encore moins pour moi. Mmh. Mais par contre, quand j'ai commencé à le mettre en place, vraiment ça a tout changé. Ça a tout changé et j'ai vu à quel point c'était, utile pour moi parce que ça m'a aussi, ça m'a fait descendre en termes de, comment dire? De charge, tu vois? Mmh. Et de frustration, et puis pour les collaborateurs parce qu'en fait, du coup, elles peuvent tout de suite réajuster et puis elles ont Mmh. le sentiment, de qu'on leur donne des feedbacks constructifs qui Mmh. vont les aider à évoluer, à grandir, à monter en compétences et c'est quand même, je pense, tout ce qui nous motive dans la vie, c'est-à-dire de pas stagner et d'essayer d'être juste, meilleur, Mmh. dans la vie de manière générale Tout à donc ça, fait. c'était une grande révélation. Tu vois, on parle beaucoup, de bienveillance à propos du management, et je trouve que c'est très bien qu'on en parle, hein, là-dessus, il y a pas d'erreur. Sauf que, en fait, quand tu dis à un manager qu'il doit faire preuve de bienveillance juste comme ça, en réalité, tu le culpabilises parce que tu es en train de lui dire qu'il est pas assez bienveillant, mais en fait, tu lui dis pas ce que c'est la bienveillance. Et en fait, pour moi, la bienveillance, c'est les 2 outils que tu viens de citer. C'est les 4 outils du management, mais c'est avant tout les 2 outils que tu viens de citer, puisque le 1 à 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire passer du temps. Donc déjà, passer du temps avec quelqu'un, tu le sais, avec tes enfants, c'est ça la bienveillance déjà. C'est dire, tu vois, je te donne du temps. Tout en étant conscient du contexte, qui est le contexte de l'entreprise, où on n'a pas de temps. Donc il a d'autant plus de valeur ce temps que tu vas donner qu'on n'en a pas beaucoup. Donc ça, c'est une grosse prise de conscience, c'est qu'en fait, on peut passer du temps, mais en réalité que ça ne représente pas plus de 10% de notre temps. Première chose. Et la deuxième bienveillance, c'est effectivement le feedback, puisque c'est en fait dire à ton collaborateur, alors évidemment lui dire ce qui va bien, ça c'est clair que évidemment ça fait partie de la bienveillance, mais je dirais que c'est pas ce qu'il y a de plus difficile de dire ce qui va bien, hein. Tout le monde sait apprendre à faire un compliment, voilà, tout le monde peut apprendre à voir ce qui est bien chez les autres. La vraie bienveillance, c'est le feedback négatif ou d'ajustement. Et en réalité, c'est de la bienveillance parce qu'on dit à notre collaborateur, tu vois déjà, je prends le temps et le risque de te le dire, et surtout, je te le dis en te faisant confiance pour que tu réajustes. C'est ça qui est important. Un feedback négatif, c'est pas une engueulade. Un feedback négatif, c'est une preuve de confiance. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, il est pas c'est l'outil le moins naturel, mais je pense que c'est le levier le plus puissant si tu veux faire augmenter la performance de tes équipes. Et puis après, tu vois, les 2 autres critères, les 2 autres outils qui sont de la bienveillance, c'est le coaching, puisque le coaching, c'est faire en sorte que tes collaborateurs deviennent toujours meilleurs, qu'ils progressent chez toi. Enfin, c'est ce qu'on peut espérer de mieux dans notre vie quand même, d'avoir quelqu'un qui se soucie de notre progression. Et puis, le dernier, c'est la délégation qui fait que leur job devient de plus en plus intéressant. Et l'autre chose à propos du feedback, c'est que ce qui est vrai pour ton collaborateur est vrai pour ta boîte. C'est-à-dire que une boîte va toujours mieux se porter globalement et mieux fonctionner si tu corriges
de la même manière les petits défauts au fur et à mesure. Que si tu fais des grandes remises en cause au bout de plusieurs mois d'errance, ça va être plus compliqué pour les équipes. Ouais, tout à Donc, fait. moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est, moi, tu vois, tu es revenu de tes 2 jours, tu avais mis en place tes 1 à 1. Ça a été quoi? Qu'est-ce que ça a été tes bénéfices? Est-ce que tu as eu des bénéfices immédiats? Des choses qui ont changé la première semaine ou le premier mois? Ou est-ce que ça a mis plus de temps à vraiment réaliser un changement dans ta vie d'entrepreneur? Non, non, ça a été immédiat. C'est-à-dire que dès que les 1 à 1 ont été installés, alors la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que moi j'avais beaucoup d'équipes, Ouais, et donc j'ai pas pu, appliquer, ta méthode qui est, max 6-8 collaborateurs, par manager. Donc là, moi je me suis dit: «Voilà, là la boîte, je sens que c'est fragile, il y ouais, a une vraie, difficulté, donc je reprends tout le monde en direct». Et j'ai ok. fait ce choix-là qui était un peu radical, mais j'avais besoin de reconsolider les choses, de C'était faire combien en de sorte. personnes? Bah, là, j'avais déjà 10-11 personnes. Hmm. Donc c'était limite, Temporairement, c'est jouable, voilà. hein. Hmm. Je savais que ça allait être temporaire et je savais que c'était pas non plus 20 personnes, mais c'était quand même un effort de ma part parce que j'étais vraiment sous l'eau. Je bossais comme une folle et donc voilà, il a fallu que je dégage du temps, mais je me suis dit: «C'est la priorité». De toute façon, la priorité de la boîte, c'est les équipes, et donc il faut que je dégage ce temps-là. Donc je me suis arrangée dans mon emploi du temps. J'ai calé ces 1 à 1, je les ai, institutionnalisés, je les ai ritualisés, donc toujours le même jour, la même heure et cetera pour tout le monde. Et ça a changé immédiatement la relation, que j'ai pu mettre en place avec je parle de collaboratrices, j'ai que des collaboratrices, donc c'est que des femmes. J'aimerais bien avoir D'accord. des hommes dans mon équipe, mais voilà, il se trouve que j'ai que des femmes. Avis, Hem, avis aux voilà, si on intéressés, a des hein. collaborateurs qui sont intéressés pour rejoindre un projet, voilà, qui traite de la carrière des femmes, vous êtes les bienvenus messieurs, il y a aucun problème. Ah bah ouais, c'est bien Hem d'avoir des équipes mixtes quand même. ah ben, moi je crois à la mixité dans les 2 sens. Je suis Ah tout oui, à moi fait d'accord aussi. avec toi, mais je sais pas, tu sais dans les métiers du coaching et les métiers, voilà, psy, coach et cetera, il y a quand même souvent beaucoup de femmes, voilà, ça Ah fait bah partie des même, tu métiers qui sais, sont. tu vois, moi j'ai des boîtes dans l'industrie alors moi, évidemment, je dois avoir la parité à peu près dans ma boîte. Je suis très très impressionné en ce moment du niveau des, des femmes qui travaillent chez nous. Je trouve Ah que oui. waouh, ah ouais, franchement, ça fait du bien et à haut niveau quoi. Hein, donc Bah, bravo. écoute, tu sais que les femmes sont plus diplômées que les hommes aujourd'hui, hein, de manière, c'est Ouais, vraiment, alors tu vois, moi de manière. je regarde pas trop les diplômes quand je recrute, mais voilà, je trouve que voilà, c'était très bienvenu dans ma boîte que les derniers recrutements ce soit plutôt des femmes et je vais pas chercher spécialement à recruter des femmes, hein, j'ai vraiment recruté en fonction des besoins objectifs de la boîte et je trouve qu'elles apportent énormément de profondeur à ce qu'on fait. Euh, Elles sont en général bon. Après, je veux pas qu'on pense que je sois sexiste, mais je les trouve plutôt mieux organisés que les mecs. Et puis surtout, avec moins de, j'ai- disons que la bataille des égos se calme un peu quand le pourcentage de femmes est suffisant dans l'équipe, parce que très très vite les mecs qui sont sur ce mode-là, ils sont un peu ringardisés, quoi. Donc, Bah, écoute, tant mieux, ça va bah, dans le bon voilà. sens, tant mieux. Donc, excuse-moi, du coup je t'ai coupé. Non, non, je t'en prie. Donc bah, voilà, pour revenir à la mise en place des 1 à 1, ce que ça a changé, c'est clairement la confiance. C'est-à-dire que moi, je pense que mes collaborateurs ont confiance en moi de manière générale. Enfin, j'espère ne pas me tromper, mais c'est-à-dire que le fait que je les vois jamais, que c'était pas, il n'y avait pas de système de management vraiment mis en place, bah, mine de rien, tu as un espèce de trou béant comme ça, un angle mort pour elle comme pour moi d'ailleurs, qui laisse place à tout un tas d'interprétations, de choses qui sont pas forcément, justes d'ailleurs. Mais c'est quand même un problème parce que je voyais bien qu'elle perdait pied avec moi, que moi je perdais pied avec elle et donc le fait d'avoir vraiment, ritualisé ce 1 à 1, bah, ça a rétabli le lien de confiance, ça a fluidifié, la communication, l'information. Et surtout, bah, moi, tu parlais du feedback, en fait, moi, de savoir exactement toutes les semaines comment se sent ma collaboratrice, est-ce qu'elle se sent bien, pas bien, et cetera. Là aussi, je peux tout de suite réajuster. Oui. Tu vois? C'est ça Et, aussi et, l'intérêt. et C'est tu de vois, pas il y a un attendre que la nana, elle soit complètement,
soit très démotivé, soit en burn-out, soit je ne sais pas dans quel état, mais en tout cas, ça permet de réajuster très vite, d'avoir Mm. ce rendez-vous, ce temps qui lui est dédié, pour, en effet savoir, dans quel état elle est, quoi. Et j'aime bien le mot que tu as utilisé, c'est l'angle mort, parce qu'effectivement, on a beau sentir qu'on est apprécié de nos collaborateurs, on a quand même toujours ce doute permanent sur est-ce que j'en fais assez ou pas assez. Et le fait de mettre en place un système, tu sais que tu en fais assez. Parce qu'en fait, tu sais que tu vois chaque collaborateur régulièrement. Donc, déjà, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais quand on n'a pas un système construit, quand on fait du management diffus, on passe beaucoup plus de temps avec certaines personnes qu'avec d'autres. Et comme c'est diffus, on ne sait pas exactement avec qui on passe du temps, combien de temps on passe, etc. Et quand ça commence à s'emballer, parce qu'à un moment ça s'emballe, surtout quand y a un besoin qui est exprimé par tes collaborateurs, qui commencent à dire oui, mais moi j'ai des problèmes. Ah zut, il a un problème, donc il va falloir que je m'occupe de lui ou d'elle en l'occurrence. Ou bien qu'on a des rumeurs qui commencent à avoir lieu dans l'entreprise, etc. En fait, on perçoit le management comme la chose qui vient nous embêter en fait. C'est-à-dire comme la chose qui vient se mettre en travers de notre chemin, qui va prendre du temps alors qu'on ne l'avait pas prévu, puisqu'on n'avait pas structuré notre management, on n'avait pas prévu de passer du temps sur du management. Et finalement, si tu t'occupes pas du management, le management s'occupe de toi. C'est ce que je dis. À un moment, tu as une crise que tu n'as pas anticipée, puisque tu n'avais pas vu tes collaborateurs avant. Et donc, tu es obligé de la gérer sans avoir choisi le moment où tu la gérais. Et finalement, le fait de structurer, le fait de dire non, non, mais moi, le management, il est construit, il se passe de telle heure à telle heure, tel jour, etc. En fait, effectivement, ça bloque du temps dans ton agenda, mais finalement, c'est du temps que tu maîtrises et que tu contrôles, puisque c'est toi qui l'as décidé, qui l'as mis en place. C'est un des effets bénéfiques. C'est que le management, au lieu d'être quelque chose qui tout d'un coup vient t'embêter dans ta vie d'entrepreneur ou de manager, ça devient quelque chose qui est ritualisé, que de toute façon tu fais chaque semaine et auquel tu prends plaisir. Parce que les outils que je donne, c'est quand même des outils où on voit les gens progresser, où on se fait plaisir, où vraiment on a cette notion de progression et de relation qui est mise en avant, en fait, qui est pas juste ah mince, je vais devoir faire du management. Parce que qu'est-ce que je l'ai comme réflexion, ça? Ah ouais, mais non, mais l'humain, c'est horrible. Ah oui, mais non, mais l'humain, c'est pas intéressant. Ah oui, mais ça vient... en fait, complètement absurde de dire ça, puisqu'en fait, l'humain, c'est la base de la performance et du développement de l'entreprise, quand même. Bien Donc sûr, non, bien sûr. non, non, l'humain, c'est pas emmerdant, c'est ce qui nous permet de réussir. Et c'est hyper passionnant de s'en occuper, tant qu'on maîtrise le process. Ouais, c'est ça, en fait, parce que moi, si tu veux, j'avais quand même cette peur avant de démarrer, quand je me suis dit: «OK, maintenant il faut que je manage et comment je vais m'y prendre et cetera», d'être, en effet, Envahi. d'être envahie. Exactement, j'avais cette crainte-là et alors non seulement j'ai pris beaucoup de plaisir à mettre en place les 1 à 1 et de discuter avec mes collaborateurs et c'est ce que je fais maintenant différemment, mais avec des responsables de pôle, parce qu'entre-temps, je me suis pas mal structurée. Donc beaucoup de plaisir à avoir ces échanges-là avec les collaborateurs et puis surtout, le fait que ça soit organisé, ça m'a enlevé une charge aussi, tu vois? Je sais pas comment te dire, c'est que Oui, c'était prévu dans mon agenda, je sais que ce temps-là, c'est un temps de management, c'est pas un temps de production, c'est pas un ouais, atelier de travail sur un sujet spécifique et ouais. et et donc mon agenda, c'est aussi, structuré de manière assez claire. Alors ça rejoint aussi, la formation, je crois, sur le management par objectif et cetera, que j'ai aussi suivi. Mais ça m'a permis en fait de remettre de l'ordre dans ma vie de dirigeante, et je pense que pour les collaboratrices, c'est aussi la sensation qu'elles ont eue. C'est-à-dire qu'elles avaient ce temps-là qui leur était dédié et ça leur a permis d'organiser leur temps, de manière aussi plus structurée et de pas, être tout le temps dans cette espèce de réaction en permanence et non pas dans de l'anticipation. Alors là, c'est trois effets. Là, en quelques phrases, tu as résumé trois effets un peu plus long terme du système de management, les trois effets qui se coulent. Le premier, c'est que en fait, quand tu te rends compte que tu dois prendre 11 personnes en direct, tu te dis ah tiens, il y a un truc qui va pas, et donc c'est c'est ce qui t'a un petit peu impacté, c'est que tu t'es dit bon bah je dois structurer, et c'est ce que tu as fait, parce que à partir du moment où tu pars du principe que dans ta boîte chaque personne doit faire un à un, bah tu te dis tiens c'est plus possible que ce soit moi qui fasse tous les 1 à 1. Et donc c'est aussi un outil de structuration de l'entreprise. La deuxième chose dont tu as parlé, elle m'échappe maintenant, mais elle va me revenir après. Je vais te parler de la troisième dont tu as parlé, c'est
le fait que pour tes collaborateurs, ce soit tellement pratique. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le fait que toi, tu organises ton agenda, ça veut dire que tu peux être complètement en train de faire du management au moment où tu le fais, puisque c'est ton moment de management et tu n'es même pas dans une séance de travail. Donc au moment où tu es dans ton temps de management que tu as choisi, dans ton rituel de management, il n'y a qu'un truc qui t'intéresse, c'est ta collaboratrice et comment tu vas la faire performer mieux et comment tu vas continuer à faire en sorte qu'elle se sente bien dans ta boîte. Et la troisième chose dont tu as parlé, c'est effectivement en structurant ton management, bah, tu structures aussi les agendas de tes collaboratrices, en tout cas sur la partie management. Et en fait, l'effet que tu vas voir assez rapidement, c'est qu'elles vont s'organiser pour n'avoir besoin de toi qu'au moment où c'est prévu qu'elles aient besoin de toi. C'est-à-dire qu'elles vont devenir plus autonomes entre les moments où tu fais du management, puisqu'en permanence, elles seront, bah, de toute façon, tous les mardis, je vois Garance, donc j'ai pas besoin de la déranger. Et puis, je vais même, à un moment, me dire, j'aurais besoin de la déranger, mais je vais pas la déranger, je vais essayer de me débrouiller moi-même. Et puis après, je discuterai avec Garance pour voir si ce que j'ai fait, c'est bien, pas bien, etc. Donc, finalement, on pourrait craindre que de structurer son management, ça amène du micro-management. Ah ouais, tu vois chaque collaborateur bêtement, comme à l'école, toutes les semaines, machin. Et c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que tes collaborateurs deviennent de plus en plus autonomes, puisque tu leur donnes de l'autonomie en structurant les moments où tu les vois. Ça paraît contre-intuitif, mais en réalité, c'est ce qui se passe. À condition de faire le 1 à 1 comme on préconise dans la méthode, c'est-à-dire c'est pas un entretien de flicage, hein, le 1 à 1. Bien sûr. C'est très très important. Évidemment, si c'est un entretien de flicage, ça va pas aider à l'autonomie, au contraire, ça va même ralentir ta boîte. Donc il faut vraiment le faire de la bonne manière. Et c'est pour ça qu'il y a une première formation qui s'appelle le 1 à 1 Express, où le but c'est de démarrer le 1 à 1 et que les premiers 1 à 1 se passent bien et de poser la base fondamentale de ton management, et ça c'est 80 minutes. Après, amener ton management et le faire mûrir en y ajoutant le feedback, l'autonomie, le coaching, la délégation, en fait, ça veut dire que ton 1 à 1, il va se transformer, il va être dynamique, et c'est là que les plus grands progrès vont se faire, en fait. Mais c'est des progrès qui sont un petit peu plus moyen terme, on va dire. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais donc pour revenir sur ta première question qui était, à quel moment tu as vu l'impact? Donc je l'ai vu quasiment immédiatement, en tout cas Ouais, pour les 1 à 1. Et le feedback que j'ai mis en place un peu plus tardivement et qui reste encore à améliorer, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas intuitif chez moi, donc c'est quelque chose sur laquelle, en fait, il faut que je les prépare pour que ça mm. marche. Ouais, Si ouais, je les mais c'est ce prépare que je pas, conseille. si je les prépare pas, je les fais pas ou je les fais mal. Et d'ailleurs, là, c'est ce que j'ai dit, hier à mes 2 responsables de pôle, on va, vraiment communiquer, auprès de l'ensemble de l'équipe sur le feedback. On va les former sur le feedback, pourquoi on fait ça, à quoi ça sert et cetera, pour nous obliger aussi à le mettre en place de manière vraiment récurrente et pas, tu vois, comment ça se passe dans la vraie vie. Tu reprends tes mauvais réflexes, tes mauvais Ouais. mécanismes et cetera et tu te rends compte que finalement tu les fais plus ou tu les fais mal. Donc là, j'aurais dit en janvier, on recommunique dessus à toutes les personnes de l'équipe et on leur dit pourquoi on fait ça, à quoi ça sert et on s'engage en tant que manager à en faire systématiquement au 1 à 1. Alors, Mais tu vois, ça demande un peu d'effort quand même ouais, je te donne un tip qui est peut-être pas dans la formation, je me souviens plus. En fait, bon, toi, il faut que tu comprennes bien comment fonctionne le feedback. La formation est faite pour ça. Quand tu communiques à propos du feedback vis-à-vis de tes équipes, que ce soit des équipes de managers ou de collaborateurs, c'est toujours intéressant de relier, pas forcément de rentrer dans le détail du modèle feedback, puisque ça, ils vont bien le voir, puisque tu vas l'appliquer, mais du pourquoi du feedback, c'est-à-dire pourquoi tu fais du feedback. Et en général, c'est intéressant de rattacher ça à deux autres systèmes, et je sais que tu les as vus, puisque j'ai vu que tu avais pris les formations actions, c'est celle du management par objectif. C'est-à-dire, bon, clairement, je vous fais des feedbacks, c'est parce que c'est en vous faisant des feedbacks qu'on atteindra nos objectifs. Ça fait partie du même domaine. Et puis, en mettant ça aussi en parallèle des entretiens de progrès, c'est-à-dire des entretiens d'évaluation que tu vas avoir avec eux, et avec elles. Et là, tu peux dire, je vais vous évaluer, parce que c'est mon job, je vais vous évaluer. Et en fait, au moment où je vais vous évaluer, évidemment, ce que je vais regarder, c'est si vous avez pris en compte mes feedbacks. Et vous aurez des feedbacks de deux types, ou plutôt qui correspondent à deux choses qui sont importantes pour être un bon collaborateur. C'est un, la performance, c'est-à-dire est-ce que j'ai des bonnes métriques, peu importe le domaine, je suis vendeur, est-ce que je vends beaucoup, je suis comptable, est-ce que je fais pas d'erreurs, enfin, etc.
Et puis la deuxième chose, c'est en tant que collaborateur, capacité à travailler avec les autres, c'est-à-dire mon attitude en tant qu'être humain. Et je vous ferai des feedbacks sur les deux. C'est-à-dire que chez moi, même si on est très bon, très très bon avec les chiffres et qu'on est très performant, on n'est pas bon si on n'est pas bon aussi au niveau humain. Et vice versa. Si le mec, la fille est super agréable, super, mais qu'elle a des résultats pourris, ça marchera pas non plus. Bien Donc sûr. je présente très vite, hein, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Mais tu vois, rattacher le feedback à l'ensemble du système de management, ça aide le collaborateur à comprendre pourquoi. Et du coup, ton feedback, il est plus facile à faire avec ton collaborateur parce que il sait qu'en fait, l'objectif, bah, c'est de le faire grandir et de faire grandir la boîte en même temps. Bien sûr. Oui, ça a plus de sens. Ça a plus de Bah sens voilà, pour lui de lui expliquer, l'objectif global. Ouais, tout à fait, c'est tout à pas fait. juste, je vais. Ah, Cédric, je ne t'entends plus. Ah J'ai voilà, coupé. ça y est, Tu ça a vois, je fais coupé. des gestes. J'ai coupé mon micro. J'ai fait un geste et j'ai On coupé t'a mon micro. perdu vraiment 3 secondes, hein. Oui, C'est vraiment, ce que je disais, c'est que c'est que quand tu mets cette perspective-là autour du feedback, ça évite que les gens se disent oh là là, elle est toujours en train de voir le petit truc qui va pas, le petit machin. Non, 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 faut remettre ça dans un contexte plus général. D'ailleurs, tu fais un feedback sur ce qui est pas forcément grave, mais important. ouais, C'est-à-dire ce tout qui à fait. correspond aux valeurs de ta boîte et ce qui correspond aux objectifs de ta boîte. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je dis souvent, hein, si vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'au bout d'un feedback négatif, ne faites pas. Le bout du bout du bout du bout d'un feedback négatif, quelquefois, c'est que malheureusement, il faut se séparer de la personne parce qu'elle n'est pas réceptive au feedback. Ou ça Ouais, peut être tout un à fait. coaching, une formation, hein, avant d'en arriver là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, donc grosse révélation, et surtout c'est alors moi ça m'a révélée à 2 titres. Ça m'a révélée en tant que dirigeante, hein, bien sûr pour la boîte, mais ça m'a aussi, éclairée par rapport à ma boîte. C'est-à-dire que nous, on accompagne des femmes en reconversion professionnelle, tu vois, en transition professionnelle, et c'est un levier incroyable pour elles, le management. Et nous, le Ouais, nombre de femmes qui viennent nous voir en disant: «Soit j'ai pas envie d'être manager, soit j'étais manager, c'est l'enfer, je sais pas comment faire», et cetera, et cetera. C'est un sujet qui est central parmi, les femmes qu'on accompagne, et mm, en fait, je pense que la majorité d'entre elles, soit ont été mal formées, soit ne sont pas formées du tout, et du coup, ça bloque leur carrière en tant que collaboratrice. Parce que comme tu le disais, il y a un moment donné, tu as un goulot d'étranglement. Tu peux ne jamais vouloir manager et c'est un choix, il y a pas de problème. Et il y a un moment donné, si tu veux évoluer, mécaniquement, tu es quand même obligé d'aller vers des fonctions, de manager. Donc, pour moi, ça m'a aussi éclairée sur le fait que on dit toujours aux femmes: «Oui, il faut développer votre leadership, il faut prendre plus de responsabilités», mais tout ça, c'est du bullshit. C'est-à-dire que c'est pas incarné, tu vois? C'est pas concret. C'est Il faut que ça puisse se mettre en œuvre par des actions, par des leviers précis, et un des leviers majeurs, c'est le management. Et donc, moi, je trouve ça hyper intéressant qu'on dise aux femmes qu'on accompagne: «Bah, voilà, vous avez, un outil, avec les outils du manager, par exemple, où vous allez pouvoir apprendre pas à pas qu'est-ce que c'est d'être manager, et ça va pour vous être un véritable levier de carrière», tu vois? tout à fait. Et ça m'a vraiment éclairée parce que je l'ai vécu vraiment de l'intérieur. Alors, c'est comme le bilan de compétences, je l'ai vécu de l'intérieur et je savais à quel point ça pouvait avoir de l'impact sur un plus grand nombre de femmes, et la question Mm, du management que j'ai vécu, grâce à ta formation, c'est pareil. Je pense que la majorité de nos clients sont concernés par ce sujet-là, mm. et que cette formation pourrait être, vraiment, absolument passionnante pour elles, dans leur carrière. Et alors justement, ça m'intéresse, tu vois, l'angle féminin que tu es en train de mettre là-dedans, parce que c'est une intuition, hein, je suis pas sûr. Mais est-ce que tu crois pas qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent non, moi je peux pas manager parce que être chef c'est un truc de mec, quoi. C'est-à-dire que elles sont encore où on a encore cette espèce de croyance que et on le voit. Moi j'ai pas mal d'amis eux dans des groupes d'entrepreneurs ou dans de grosses boîtes que je connais. Et finalement, alors que c'est des filles tout à fait sensibles, etc. Elles singent un petit peu voilà, faut être un mec en fait. Et qu'est-ce que alors quand je dis être un mec en plus, c'est très péjoratif. Ce que je dis, c'est être le chef autoritaire, c'est-à-dire le management hiérarchique. Je suis en haut de ma montagne, j'ai gagné mes galons. Taisez-vous, je sais tout. Enfin, tu vois vraiment l'archétype de la personne qui. Tu sais, je dis souvent, il y a 3 formes de pouvoir dans l'entreprise. Il y a la première forme, c'est l'autorité hiérarchique. La deuxième, c'est l'autorité de compétence. Et la troisième, c'est l'influence.
Et pour moi, des trois formes de pouvoir, la plus puissante, très clairement, très très clairement, et je peux le démontrer n'importe quand, c'est pas l'objet, mais c'est vraiment l'influence. Et justement, l'influence, c'est pas un archétype masculin ou féminin. C'est-à-dire que et je me demande si en fait il n'y a pas beaucoup de femmes qui renoncent justement à des perspectives de carrière ou à des accomplissements de carrière parce qu'elles se disent ouais mais non mais moi je veux pas être comme machin, et en général machin c'est un mec qui est une espèce d'amiral qu'on remet pas en question, grande gueule, voilà, sans aucune sensibilité ou apparente, et qui écrase tout le monde parce qu'il défend son précaré. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ça dans ce renoncement, en fait? Alors, en fait, c'est un sujet qui est très complexe, hein, et qu'on connaît bien, chez Garance et moi. Il y a évidemment des freins internes à ce qu'on appelle, nous, les croyances limitantes, donc qui font que les femmes ne vont pas se positionner sur des postes à responsabilité. Mais il y a aussi évidemment des freins externes, c'est-à-dire que quand les femmes, elles passent encore aujourd'hui 2 fois plus de temps à gérer la sphère familiale, domestique, tout ce que tu Oui, veux, bah, clairement, elles se disent: «Le manager, il va bosser plus qu'un employé, lambda, et ce temps-là, je l'ai pas dans ma vie». Donc il y a aussi cette espèce de goulot d'étranglement qui est la gestion du temps, entre l'articulation du temps entre la vie pro et la vie perso. Et puis, en absolument. effet, la question de la relation à l'ambition, au pouvoir. Moi, des fois, j'anime des conférences et j'ai des femmes qui me disent: «Mais moi, ça m'intéresse pas de porter cette vision du pouvoir, de l'ambition, ça m'intéresse pas». Et je leur dis: «Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette vision des choses?» Bah, il faut accéder à des postes à responsabilité pour faire changer les choses de l'intérieur. Il n'y a pas d'autre moyen de faire. Donc il faut que vous alliez vous positionner sur ces postes-là pour changer, en effet, la représentation qu'on peut avoir, bah, du management, mais aussi, bah, qu'est-ce que c'est que la direction d'une entreprise. Voilà, donc c'est des sujets qui sont très complexes, qui sont systémiques, hein, donc c'est à la fois des sujets externes et des sujets internes. Nous, on agit sur le sujet, interne, donc c'est-à-dire lever les freins, lever les croyances limitantes de ces femmes. Et là où ta formation est hyper intéressante, c'est que pour elles, ça joue aussi de manière très pragmatique sur le contrôle de leur agenda, hein. C'est exactement ce qu'on s'est dit: quand on structure son temps, ses temps de management et ses temps de production, bah, ça allège notre agenda, et la question de l'articulation vie pro vie perso est un vrai sujet pour les femmes parce que elles sont aujourd'hui tiraillées entre un agenda professionnel qui est très lourd, et puis bah, mine de rien le fait qu'elles gèrent plus la vie, la sphère familiale. On peut le déplorer, hein, je le déplore, je suis la première à le déplorer, mais c'est une réalité encore aujourd'hui, les statistiques le montrent. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'aussi qu'elles hésitent parfois à se positionner sur des postes de manager, parce qu'en effet, il y a cette Mm. vision de l'ambition, du pouvoir, qui est parfois, un peu stéréotypée. Et puis, il y a clairement aussi la question du temps. Est-ce que je vais Oui. avoir le temps, de gérer une équipe, alors que je suis déjà, complètement sous l'eau, je suis limite en burn-out, et cetera, et cetera. Puis après, il y a aussi des comportements d'entreprise, de managers qui sont clairement sexistes, et Oui, 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 bien sûr, problématiques pour ces femmes-là. Donc voilà, bien c'est pour ça sûr. que c'est un sujet qui est très complexe, mais en fait, il faut le prendre, nous, il faut le Non, prendre avec un angle qui est le nôtre, qui est, voilà, comment on aide ces femmes à se positionner, à être plus heureuses dans leur vie professionnelle. Et le management et la formation au management, eh bien, c'est un levier très clair pour elles, qui est facilement activable et qui permet de résoudre, un certain nombre de sujets pour elles. parce que derrière, il y a cette croyance que tu soulignes aussi, qui est pour être chef, il faut avoir plus de temps que les autres, ce qui est une absurdité totale. Je dirais même que c'est même, alors je ne veux pas dire que les managers travaillent moins que les autres, parce que sinon, mais très clairement, c'est quoi l'objectif d'un manager? Vraiment, au final, c'est quoi le Graal du manager? Je dis souvent, c'est la délégation. Autrement dire, ça veut dire que votre objectif, ça doit faire que votre équipe soit la contributrice et que vous soyez l'organisatrice. Évidemment, on garde toujours de la contribution, hein. C'est assez rare les postes où on est purement manager, mais ça existe, hein. Moi, si j'étais pas purement manager et manager des personnes du plus haut niveau dans mes entreprises, je pourrais pas faire outil du manager en ce moment. Donc finalement, c'est quand même possible d'être finalement plus du tout dans l'opérationnel. Mais voilà, ça c'est vraiment une croyance. Ça n'est pas parce que vous devenez manager que votre emploi du temps va exploser. Au contraire, vous aurez davantage de contrôle sur votre agenda. C'est un des grands avantages du manager, c'est qu'il contrôle son agenda.
Et il faut prendre ce contrôle. Je vais prendre un exemple qui n'est pas justement un exemple relié au fait de devoir travailler à la maison ou pas. Un test que je faisais souvent quand je faisais des conférences, je demandais dans la salle s'il y avait des gens qui étaient très sportifs, genre triathlon, tu vois, vraiment des sports qui prennent énormément de temps sur le temps perso, mais par la force des choses aussi sur le temps professionnel qu'on aurait pu utiliser. Et ces gens-là, déjà, je regardais où ils étaient dans l'organigramme de l'entreprise. En général, ils sont pas en bas. Donc, déjà, parce que, qu'est-ce que ça, je veux dire, quand tu dois t'entraîner 2 heures par jour, tu peux pas faire des journées de 12 heures de travail sans t'arrêter, c'est juste pas possible. Et donc, déjà, ce sont pas ceux qui réussissent le moins bien en termes de progression de l'organigramme. Et ensuite, je leur posais une question, je leur disais, mais j'en prenais un, à chaque fois il y en a un ou deux, et je dis, bon voilà, comment c'est quoi ton organisation sportive? Et il me dit, bah, en général, il me dit, bah, le lundi, le mercredi et le vendredi, j'ai entraînement. Donc voilà, et donc, en général, ils ont une journée ou deux où ils ont pas entraînement, et le reste, ils ont entraînement. Et je leur demandais quelles étaient leurs journées les plus productives. Et en fait, systématiquement, ils me disent que c'est les journées où ils ont entraînement. Parce qu'ils sont obligés d'être productifs. Parce qu'ils ont cette contrainte qui est de devoir être en dehors du boulot à 18 heures ou même à 17 heures. Et ce sont leurs journées où ils produisent le plus. Et moi, je pense que la clé, c'est ça. Quand tu bornes ton temps de travail, et c'est bien ce qu'une femme est obligée de faire si elle veut avoir une vie familiale épanouie en plus de sa vie professionnelle, eh bien, tu deviens plus efficace par la force des choses. Et la méthode, et c'est pour ça que, tu vois, dans les formations sur le management que je propose, ça commence par l'agenda. C'est-à-dire que la première chose que je dis, c'est vous devez passer d'un management diffus à ce que j'appelle un management compartimenté. C'est quoi un management compartimenté? Ça veut dire que le management, il se fait à certains moments et pas à d'autres. Donc ça veut dire qu'on commence à prendre dans notre agenda, à réserver des créneaux pour ceci et pour cela. Et c'est vraiment le début pour moi de l'émancipation par rapport au temps de travail. C'est de faire du travail plus efficace. Et puis au fur et à mesure qu'on a posé la confiance, le feedback, l'autonomie, ben après la délégation, elle est évidente. Et donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le management, ça peut être la voie pour avoir une meilleure maîtrise de son temps et donc pour travailler moins, mais travailler de manière plus efficace. Et aujourd'hui, c'est ce que recherchent les entreprises, hein, très clairement. Elles veulent plus, enfin, évidemment, on a encore des cabinets d'avocats et des boîtes des SS2I et des choses qui facturent à l'heure où on est encore dans le délire des heures passées au bureau. Mais finalement, toutes les études montrent qu'on n'est pas capable de travailler efficacement plus de quelques heures par jour sur du travail intellectuel. Voilà, donc je veux dire, je pense que c'est pas l'avenir de sacrifier sa santé, etc. Et de toute façon, c'est quand même un mouvement de fond qui est en marche, hein. Bien sûr, bien sûr et du coup, ça vaut aussi pour les hommes, tu vois? Parce que les hommes Oui, clairement, déjà les hommes, ils s'occupent de plus en plus de leurs enfants et c'est tant mieux et eux oui, aussi, ils ont probablement envie, tu vois, de pas terminer, en effet à 20 heures et donc il y a une répartition qui est plus harmonieuse et vers laquelle on a tous intérêt à tendre, et clairement, bah, voilà, le management, en tout cas le système de management, la structuration de ces temps-là, c'est évidemment précieux pour tout le monde. Moi, il y a juste un dernier point qui m'a aussi, vraiment, totalement éclairé, tu sais, qui était les petits carrés que tu mettais en place pour montrer le temps de vie qui nous restait et nous, c'est un sujet c'est très éclairant parce que nous, c'est un sujet évidemment qui nous concerne et ça concerne surtout nos clients, tu vois? De leur dire: «Beh, vous avez qu'une vie, en fait et si vous êtes là avec nous pour être accompagnés dans votre carrière, c'est que vous êtes pas heureuse dans votre vie et comment on vous aide à être heureuse en sachant qu'il reste très peu de temps de vie et comment on a envie de passer ce temps de vie?» Et on voit, que le sablier, continue à couler et donc à un moment donné, il faut juste se poser, et se poser, ça passe, bah, nous, en l'occurrence, être accompagné par le bilan de compétences, mais ça passe par ta formation, tu vois? Par des moments où tu dois te poser, prendre du recul, réfléchir pour essayer de mettre en place la vie professionnelle et la vie de manager que tu as envie, d'avoir. bah, en fait, il faut que tu cherches les meilleurs leviers en permanence, hein. C'est la vieille règle du 20-80, hein. C'est ça. C'est quoi les 20% d'actions qui vont générer 80% de résultats pour moi, c'est la base de la gestion du temps. En fait, la base de la gestion du temps, déjà, c'est la conscience du temps, hein, c'est ce que tu disais. Moi, je symbolise avec des carrés. Enfin, il y a un exercice comme ça
dans la formation, je crois, sur SOR, système d'organisation réaliste. Je crois que c'est dans celle-là où Je me souviens plus. que j'explique que j'avais un poster avant derrière moi où je voyais le temps qui me restait à vivre. Ça m'a aidé à prendre conscience que le temps, c'est pas une donnée infinie, etc. Et une fois qu'on a la conscience du temps, en fait, on se dit, bah voilà, où est-ce que je mets mes pions, en fait, finalement. J'ai pas 36 options, c'est quoi mes options? Et je vais toujours prendre les options qui me permettent d'avoir le plus de résultats en dépensant le moins de temps possible, puisque c'est vraiment la valeur principale. Mais je suis d'accord avec toi. Après, il y a un truc aussi que j'ai des messages beaucoup de femmes, d'ailleurs, souvent, qui me disent le fait d'écouter les podcasts, ça m'a redonné envie de faire du management. Et ça, c'est vraiment... alors ça me fait plaisir parce que c'est vraiment ce que je cherche. C'est-à-dire, c'est redonner cette lettre de noblesse au manager, mais aussi au management. C'est-à-dire de montrer qu'en fait, c'est vraiment la fonction absolument qui sera jamais remplacée par l'intelligence artificielle dans l'entreprise. C'est vraiment pour moi la fonction maître de l'entreprise. Et elle est une grande source de plaisir et d'épanouissement. Et je pense que ça peut vraiment toucher les femmes. Parce que y a cette notion-là, alors peut-être c'est un archétype encore que je vais dire, mais clairement, tu mets au monde des enfants, tu les élèves, tu les fais évoluer, on peut faire quand même un parallèle. Je veux pas faire du management à la maman, hein, on est d'accord, mais quand même, il y a quand même des choses qui me font dire que quand même à la base, les femmes, elles sont quand même très très bien pourvues, je dirais, de par leur fonction sociale ou culturelle, pour faire du management fondé sur l'influence. Parce qu'en fait, avec nos enfants, c'est quand même un petit peu, c'est un petit peu comme ça qu'on fait de plus en plus. Donc voilà, je suis ravi en tout cas que... Bah, ravi. Merci à toi, Cédric, pour l'invitation. Et puis, j'ai trouvé tes exemples vraiment pertinents et moi, ça me motive beaucoup, hein, ce genre de témoignages et puis ça m'amuse beaucoup. Je vais te laisser rejoindre tes deux cas asymptomatiques de Covid. C'est ça. Et puis ce que je te propose à l'occasion, c'est qu'on se revoit pour faire un épisode peut-être plus focalisé sur le bilan de compétences. C'est pas du tout, tu vois, c'est un sujet dont on n'a jamais parlé sur le podcast. T'es une spécialiste de ça, donc ce serait dommage de pas en profiter, évidemment, si t'es d'accord. Et puis voilà, savoir, tu vois, ce sera l'occasion d'ailleurs de peut-être de mieux connaître ta boîte, de voir en quoi les bilans de compétences ont changé par rapport à ce qu'ils étaient auparavant. Il y a peut-être un tas je dirais, de croyances aussi qu'on a sur les bilans de compétences qu'on peut faire évoluer. Et puis, enfin, si tu es d'accord. Avec plaisir, évidemment, bien entendu. Ok, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Je suis enchanté de l'interview et puis de la relation. Et puis, je pense que ce sera bien de renouveler ça. Ça marche. Bah, écoute, merci à toi, Cédric. Et puis, enchanté également. Et à très bientôt, du coup. Je te remercie infiniment. Merci. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu autant qu'à moi. Si tu veux toi aussi mettre en place ton système de management, je te conseille 2 de mes formations. La première, 1 à 1 Express, dure 80 minutes et te guide pas à pas pour mettre en place la fondation de ton management. Comme l'a dit Garance, les effets bénéfiques sont immédiats sur la confiance de tes collaborateurs et la gestion de ton temps. Si tu veux mettre en place un système complet de management, je te conseille ma formation, le Manager Essentiel, qui te guide sur plusieurs semaines pour construire tout ton système de management. On y met en place le 1 à 1 dynamique, le feedback, l'autonomie, le coaching et la délégation. Cette méthode est celle qui t'accompagnera toute ta carrière de manager. Pour retrouver ces 2 formations, 1 à 1 Express et le Manager Essentiel, je te donne rendez-vous sur le site outildumanager.com. À bientôt. Au revoir.